Bonsoir à tous, nous sommes mercredi soir et c'est l'heure de votre émission L'Actu en débat, le magazine de la rédaction qui décortique l'actualité nationale et internationale. 3 sujets dans notre débat du jour: Bamako-Khartoum vers un renforcement de la coopération militaire. Nous allons parler de cette visite du général soudanais qui était récemment dans les murs au Mali. Nous allons également parler de la souveraineté nationale entre fierté et réalité économique. Nous allons clore notre débat par les états généraux de la culture. Est-ce un nouveau souffle pour ce secteur? Ces 3 thèmes seront débattus avec nos invités. Nous avons Youssouf Sissoko, qui est journaliste, directeur des publications du journal Athénance. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également Badou Sibi Koba, qui est également journaliste, directeur de publication du journal Le Triomphe du Mali. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Au plaisir de vous retrouver une fois de plus. Plaisir toujours partagé quand on vous reçoit sur le plateau de l'Actu en débat. Alors, le président de la transition soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, était à Bamako ce samedi 11 janvier 2025 pour une visite de 48 heures. Visite au cours de laquelle les 2 chefs de l'État ont eu à discuter et parler du renforcement de la coopération militaire entre les 2 États, surtout vu le contexte actuel que traversent ces 2 pays. Alors, Badou Escobar, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que une visite d'un président soudanais, un pays en crise, au Mali, qu'est-ce que l'on peut retenir de cette visite? Donc, on peut retenir de cette visite que le président du Conseil souverain du Soudan, qui est effectivement Abdel Fattah al-Burhan, est venu, ne serait-ce que pour sortir de son isolement. Vous savez qu'avec la guerre civile au Soudan, il y a 2 camps qui s'affrontent. Il y a Mohamed Hamdan Dagalo dit imité à la tête des FSR, les forces de soutien rapide, qui combattent l'armée gouvernementale, et qui est dirigé par Abdel Fattah al-Burhan. Chaque parti essaie de s'adjuger le soutien d'une partie de la communauté internationale. C'est dans ce cadre que Abdel Fattah al-Burhan est venu ici. Et quand vous suivez ses propos, vous vous rendez compte qu'il parle par rapport à 2 pays en crise. Parce que dans ses propos, on remarque qu'il parle comme si le Mali est un pays quand même qui a connu une longue période de crise. Ce faisant, le Mali est un pays expérimenté en matière de la résolution des crises. Donc l'exemple malien peut être un cas d'école pour lui. Et c'est pour cette raison qu'il a eu le privilège de se rendre dans ce pays-là. Parce qu'il faut le rappeler, au Soudan, ça ne va pas. Son armée se bat contre les FSR. Et l'armée soudanaise, c'est vrai qu'elle a repris Wadi Madani il n'y a pas longtemps. Mais cela n'empêche que réellement l'armée soudanaise rencontre d'énormes difficultés. Donc il faut s'adjuger le soutien de la communauté internationale pour pouvoir faire face à cette crise. Peut-être qu'en venant au Mali, le président de la transition, chef de l'État, qui est Assimi Goïta, peut chercher d'autres alliés qui vont peut-être s'associer au Mali et s'associer au Soudan pour pouvoir mieux combattre les FSR et pour que le régime soudanais qu'il préside puisse avoir une certaine reconnaissance internationale. Alors, Sissoko, justement, vous avez la parole. On disait effectivement, vous avez dit dans vos interventions que le cas du Mali et du Soudan, la différence c'est qu'au Mali, nous sommes confrontés à une crise sécuritaire liée au terrorisme. Tandis qu'au Soudan, c'est 2 alliés qui s'affrontent aujourd'hui, qui avaient eu à un moment donné à gérer le pouvoir ensemble. Donc aujourd'hui, ils sont en belligérance. Mais autre similitude entre le Soudan et le Mali, c'est que les 2 pays sont des pays sahéliens. Et ils sont confrontés aux mêmes difficultés naturelles, aux mêmes aléas climatiques, etc. Et autre similitude, c'est que les 2 pays ont le même partenaire, un partenaire commun qui est la Russie. Et il faut quand même comprendre que peut-être cette visite s'inscrit un peu dans ce cadre, parce que vous savez aujourd'hui, le Soudan est pour la Russie l'épicentre, si vous voulez bien, de toutes ces opérations en Afrique. Parce qu'après la chute du régime de Bachar, il fallait trouver en tout cas un endroit où alors, parce que les cargos russes ne peuvent pas quitter la Russie pour venir directement en Afrique ici. Donc il faut en tout cas une zone d'escale, etc., pour en tout cas pouvoir prendre du carburant et autre chose. Donc le Soudan va jouer justement ce rôle-là, parce que quand tu regardes, il n'y a pas de lien économique très fort entre le Soudan et le Mali. Donc si brusquement il y a le président soudanais qui effectue une visite ici, alors ça veut dire tout simplement qu'il y a des intérêts quand même qui sont communs. Il faut préserver ces intérêts-là. D'accord, justement, on sait qu'en juin 2024, le président de la transition, Assimi Goïta, avait accordé une audience
à une délégation qui était conduite par le lieutenant général Samdessil Kabashi, qui est membre du conseil de transition, et lors des entretiens, il était plus question de parler un peu du rapprochement du Soudan avec les pays de l'AIS. On peut dire qu'avec l'arrivée du président, c'est une brèche ou bien c'est un clin d'œil pour les pays de l'AIS? Non, l'arrivée d'Abdel Fattah al-Burhan au Mali ne fait que concrétiser la visite du lieutenant général. Donc c'est la concrétisation de la coopération entre le Mali et le Soudan. Effectivement, il a dit qu'il y a des similitudes entre les deux pays. L'objectif stratégique commun des deux pays aujourd'hui, c'est le retour de la sécurité. Et pour que la sécurité puisse revenir, il faut échanger les expériences. Il faut les donner et les recevoir. Le Soudan peut beaucoup apporter au Mali, tout comme le Mali peut beaucoup apporter au Soudan. Vous savez, le Soudan a connu une longue période de guerre civile. Il y a eu une première guerre civile qui a pris fin en 1972. En 1983, il y a eu une autre guerre civile qui a opposé le Sud au Nord. Finalement, le Sud a pris son indépendance avec les Salva Kiir parce que l'autre là, il est décédé, j'ai oublié son nom, lui il est décédé, donc John Garang est décédé, donc finalement, donc, il y a eu une séparation entre les deux Soudans. Et quand Omar el-Béchir est tombé, donc ils ont mis en place le Conseil souverain du Soudan avec comme président Abdel Fattah el-Burhan, comme vice-président Emeti. Donc les deux hommes n'ont pas pu se comprendre pour des intérêts que nous ignorons, mais toujours est-il que le rapprochement avec le Mali tient à des raisons stratégiques. Comme il l'a dit, avec la chute de Bachar al-Assad, il faut une plaque tournante nécessairement. Or, Port-Soudan, où réside Abdel Fattah el-Burhan, peut être le point saillant à partir duquel les cargos russes pourront faire la rotation entre la Russie, Port-Soudan et rejoindre le Mali. C'est très important. Et au-delà de cela, il y a d'autres échanges parce que le Soudan est un pays qui produit beaucoup d'or. Or, les Russes sont intéressés par l'or. Donc, ça peut être un facteur très important. Et même en matière d'exploitation aurifère, il peut échanger, le Mali et le Soudan peuvent échanger des expériences. C'est une somme d'expériences entre les deux pays. Mais aujourd'hui, le problème le plus important qu'on peut souligner, c'est la question sécuritaire. La question sécuritaire. Le Soudan a besoin du Mali, tout comme le Mali a besoin du Soudan, et le Soudan a besoin des pays de l'AES. Justement, en parlant des pays de l'AES, est-ce que c'est vrai que le Soudan aussi, avec la situation qu'il traverse, et quand on sait que l'AES s'est dit ouvert à d'autres pays, est-ce que ce n'est pas quelque part des signes annonciateurs pour qu'on puisse se dire dans les jours à venir que peut-être le Soudan peut faire un clin d'œil à ces pays-là par rapport justement au volet sécuritaire? Vous savez, quand on regarde un peu, quand on analyse un peu la nature des régimes qui gouvernent les pays de l'AES, c'est pratiquement la même nature, le même régime, pratiquement un régime autoritaire, un régime, bon, si vous voulez bien, à vocation militaire. Donc, en fait, pour moi, comme on le dit, c'est les oiseaux du même plumage qui volent ensemble. Donc, moi, je crois que je ne suis pas surpris du tout que le Soudan tende en tout cas la main au pays de l'AES. Et je crois qu'ils ont des intérêts communs aussi. Et ça permet aussi au pays de l'AES de sortir un peu de l'isolement. Parce que, imaginez, ces pays-là viennent de quitter tout de suite la CEDEAO. Alors, qu'est-ce qu'il leur reste? C'est de trouver d'autres partenaires, beaucoup d'alliés, parce qu'en fait, on ne peut pas vivre en vase clos, on ne peut pas vivre en autarcie, donc il faudrait quand même diversifier, en tout cas, les relations et faire en sorte que, en tout cas, le pays sorte de l'isolement. Et je pense que c'est ce qui a certainement motivé les pays de l'AES, peut-être à tisser, le Mali d'abord a tissé des relations, peut-être les autres pays aussi vont emboîter le pas au Mali pour en tout cas essayer de tisser des relations avec le Soudan. Mais au-delà de ça, moi je crois que c'est surtout le cas russe qui est surtout la véritable source de motivation en tout cas de cette visite-là. Je crois que ça doit être dû à ça, parce qu'aujourd'hui la Russie est notre partenaire privilégié. C'est vrai, on est avec d'autres puissances comme la Chine, comme la Turquie, mais pour l'instant, en tout cas sur le plan sécuritaire, c'est la Russie qui est notre premier partenaire. Et il se trouve que ce partenaire est un partenaire privilégié aussi du Soudan, du président soudanais. Donc moi, je pense que pour ça, et rien que pour ça, je pense que les relations, le rapprochement entre le Mali et le Soudan, peut se justifier, quoi. Peut se justifier, justement. Alors on espère qu'après cette tournée, on aura un peu les conclusions de ces différentes tournées du ministre qui est actuellement en Guinée-Bissau. Nous allons partir pour le thème numéro 2, la souveraineté nationale. 14 janvier est institué Journée nationale de la souveraineté par les autorités de la transition à souvenir à la grande mobilisation du 14 janvier 2022 pour dénoncer les sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Alors on parle de journée de souveraineté retrouvée. Bado Escobar, selon vous, est-ce que le Mali a-t-il retrouvé sa souveraineté en tant que tel? Bon, la notion du mot souveraineté
prête à discussion. Parce que quand on parle de souveraineté, la souveraineté répond à un certain nombre de critères. Est-ce que le Mali répond à ces critères aujourd'hui pour parler de souveraineté? Toujours est-il que fêter le 14 janvier 2022 comme étant le symbole de la souveraineté retrouvée, c'est une très bonne chose, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais est-ce que la réalité n'est pas tout autre? Il est vrai que c'était pour faire face aux sanctions de la CEDEAO, il fallait faire du tapage. Et au-delà du 14 janvier, on a vu les chefs traditionnels africains défiler à Bamako pour apporter leur soutien aux autorités de la transition. Tout ça, c'est une bonne chose. Effectivement, ces jours-là, il y a eu l'adhésion populaire pour dénoncer ceux qui s'en prennent au Mali. Mais au-delà de cela, est-ce que réellement il n'y a pas d'autres facteurs auxquels le Mali doit faire face? Parce que quand on parle de souveraineté, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte, je l'ai dit et je ne cesserai de le répéter. Est-ce qu'on a le contrôle de l'ensemble de notre territoire national? Est-ce qu'aujourd'hui, le Mali peut se targuer de dire nous n'avons pas besoin de l'autre? Donc voilà autant de questions qui taraudent l'esprit du Malien lambda. Parce que de la célébration du 14 janvier au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une amélioration par rapport au quotidien du Mali lambda? Est-ce que sur le plan sécuritaire, il y a eu une amélioration? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le Mali a retrouvé sa souveraineté entière? Parce qu'il y a eu un certain nombre de facteurs qui ont fait que les gens ont douté. Par exemple, je vais prendre le problème de l'électricité. D'accord, on reviendra justement sur le problème de l'électricité. Alors, tout à l'heure, justement, troisième édition, souveraineté retrouvée. Alors, dans un reportage effectué hier avec le micro-trottoir, les avis divers, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, mais en général, les gens se demandent réellement qu'est-ce qu'ils attendent par souveraineté retrouvée. Alors, qu'est-ce que vous avez La question mérite d'être posée, puisque souveraineté retrouvée, franchement, quand on se réfère à la définition de la souveraineté, c'est, si vous voulez bien, le caractère d'un État qui n'est soumis à l'autorité d'aucun autre État. Et aujourd'hui, quand tu regardes le Mali, depuis 1960, je crois que nous avons acquis déjà cela, ce droit-là. Et nous sommes souverains depuis le 22 septembre 1960, je vais dire. Alors, après cette date, je ne sais pas quand est-ce que notre souveraineté nous a échappé et qu'à partir du 14 janvier, une mobilisation, tenez-vous bien, qui était faite pour justement dénoncer les sanctions, il a dit, les sanctions de la CEDEAO. Et je crois que c'était à juste titre parce que les sanctions de la CEDEAO étaient des sanctions quand même inhumaines qui touchaient beaucoup plus aux populations plutôt qu'aux dirigeants. Donc, alors, s'il y a une mobilisation, une forte mobilisation pour dénoncer ça, ce n'était pas, en tout cas, à mon avis, ce n'était pas pour, en tout cas, qu'on quitte après cette même organisation-là. La preuve est que quand les autorités ont pris la décision de se retirer de la CEDEAO, nous avons vu, elles ont tenté encore de faire une manifestation, mais ce jour-là, les gens ne sont pas sortis. Selon d'ailleurs leur communiqué, c'est à peu près 200 000 Maliens, dedans comme dehors, hein. Et comme au dehors, donc il n'y a eu que 200 000 Maliens qui se sont mobilisés. Donc ça veut dire tout simplement que la première mobilisation n'était pas du tout pour que les gens puissent, pour que le Mali puisse se retirer de la CEDEAO. Parce que cette CEDEAO-là, il faut le rappeler, c'est nous faisons partie des fondateurs. Alors, et cette CEDEAO-là nous arrange mieux qu'en tout cas beaucoup d'autres pays qui aujourd'hui se battent pour son maintien, pour son épanouissement. Donc moi je crois que cette souveraineté retrouvée, c'est juste un slogan politique qui permet à des gens en déficit, en tout cas de légitimité, de pouvoir renforcer leur légitimité. Mais sinon, ça n'a aucune connotation souverainiste ou indépendantiste, je ne sais pas. Donc, franchement, c'est pour moi, cette souveraineté retrouvée, c'est de la poudre aussi. Justement, tout à l'heure, vous avez parlé un peu, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de souveraineté retrouvée, mais vraiment, les difficultés, surtout sociales et économiques, sont là. Et aujourd'hui, quand on regarde l'économie malienne, ça a pris un coup avec surtout le problème de l'électricité. Alors aujourd'hui, on nous parle des centrales, alors qu'il y a même des polémiques encore sur certains sites. Alors aujourd'hui, et puis ces sites, comme on dit, c'est encore des partenaires étrangers qui doivent encore construire ces centrales-là. La souveraineté dont nous parlons exactement, c'est de qu'est-ce que les gens veulent parler, qu'est-ce qu'on veut ressortir par ce 14 janvier-là concrètement? Non, vous savez, je vais vous dire une chose. Le président avait dit en son temps que le 14 janvier sera désormais célébré au Mali. Et hier, ça n'a pas été célébré parce que ça a surpris beaucoup de personnes. Beaucoup pensaient qu'hier, ça allait toucher. Ça veut dire que l'élan qui avait précédé cette journée de souveraineté, cet élan-là est en passe de se briser. Et les autorités l'ont compris. Parce que vous avez parlé du problème de l'électricité. Aujourd'hui, les boulangers, les soudeurs, les tailleurs, vous les approchez pour parler de la transition. Mais ils vont vous cracher au visage.
Vous partez, vous demandez les vendeurs de poulets, les vendeurs de poissons, mais ils vont vous insulter dû au problème d'électricité. Et au-delà du problème d'électricité, il y a le panier de la ménagère. Et le mois de 40 pointe à l'horizon. Donc revenons au problème d'électricité. On nous a fait comprendre que dans 4 mois, Safo, Sanankorba, Tchakadou seront opérationnels. Et le président de la transition, chef de l'État, est sorti pour dire qu'il y a eu des problèmes à Safo parce que l'endroit qui a été choisi pour installer les panneaux solaires, cet endroit-là a été occupé illégalement par des personnes. Or, le 3e adjoint au maire est sorti pour dire qu'effectivement, quand les gens ont occupé l'endroit, on les a approchés, on a essayé de les indemniser. Maintenant, quand d'autres ont entendu qu'il y aura une forte somme, ils sont repartis pour faire des constructions là-bas. Ça explique la faiblesse même de l'autorité de l'État. Ça ne devrait pas arriver. Donc voilà autant de problèmes qui prouvent qu'il y a des difficultés et il faut faire face à ces difficultés. Je crois qu'il est temps de sortir des discours creux, il est temps de sortir du populisme. Parce que ventre vide n'a point doré. La réalité sur le terrain est tout autre. D'abord, il y a eu les inondations. Avec les inondations, ça a augmenté le nombre de sinistres, ce qu'on a appelé les réfugiés climatiques. Sans compter les victimes collatérales de la guerre asymétrique. Il y a combien d'écoles qui sont fermées aujourd'hui? Beaucoup d'écoles sont fermées. Beaucoup d'entreprises sont fermées. C'est au Mali qu'on voit des entrepreneurs ils risquent d'aller en aventure. C'est au Mali qu'on voit ça. Donc, tout ça explique le mal social qu'il a. Sinon, personne ne compte la transition. Nous avons toujours dit, nous soutenons la transition parce que la transition a pris un nouveau départ. Grâce à la transition aujourd'hui, on peut se taper la poitrine parce que c'est le Mali qui a donné le bon exemple. Le départ des troupes françaises du continent africain, c'est au Mali que ça a commencé. C'est le Mali qui a donné le ton. Et quand les Français ont évacué le Mali, d'autres pays ont pris exemple sur le Mali. Tout ça, mais il faut faire face au quotidien du Mali-landais. C'est l'une des raisons pour lesquelles Ibeka a été déposé. On a déposé Ibeka pour dire que le peuple malien est divisé, des pans entiers du territoire sont occupés, le panier de la ménagère est en train de grimper, il y a ceci, il y a cela. Et les mêmes mots sont toujours là. Les mêmes mots sont toujours là. Et du départ d'Ibeka aujourd'hui, le problème de l'électricité s'est aggravé. Or, le nœud de tout pays, c'est d'abord l'électricité. L'électricité est la base de l'industrialisation d'une nation. Justement, c'est sûr que justement, il y a, parlant de cette souveraineté retrouvée, lors de notre micro-trottoir, il y a un monsieur qui nous demandait, mais il ne peut pas comprendre qu'on parle de souveraineté retrouvée alors qu'en même moment, on sous-traite notre sécurité avec des forces étrangères. Alors, est-ce que quelque part, il n'y a pas de contradiction dans tout ce que nous faisons? Bien sûr, bon, il y a lieu de se poser cette question parce que effectivement, nous avons mis à la porte des puissances étrangères, mais nous avons fait appel à d'autres puissances, telles qu'elle a reçues. Donc, je crois que c'est là où il y a la contradiction, parce qu'on ne peut pas dire, à certains dehors et dérouler le tapis rouge à d'autres et se dire encore souverain. Donc, moi, je pense que tout ça, pour moi, c'est un slogan pompeux, c'est un slogan creux, pour justement, comme j'ai eu à le dire, pour en tout cas essayer de combler le déficit de légitimité que nos autorités ont, parce que nous savons tous qu'elles sont venues au pouvoir par la voie que vous connaissez. Donc moi je pense que cette souveraineté, ça dit que si vous voulez bien, c'est un vaste désert derrière en tout cas ce slogan-là, il n'y a rien, parce qu'il a évoqué tantôt un pays souverain qui n'arrive même pas à satisfaire, à l'autosuffisance alimentaire, un pays souverain qui n'arrive même pas à donner du courant à son peuple, un pays souverain qui n'arrive même pas à créer des emplois pour ces jeunes. Donc moi je pense que cette souveraineté, elle n'est que factice en réalité. Mais justement aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait partie, quand on veut, on ne veut pas, on ne peut pas vivre en autarcie, on a besoin toujours des autres. Est-ce qu'aujourd'hui, les autorités ne doivent pas vraiment essayer de faire face à la réalité, parce que c'est vrai qu'on parle de la France qui s'est mise dans le politique, la Russie aussi vient s'être dans le politique. Quelque part, est-ce que nous ne sommes même pas en train de créer des monstres inutiles autour de nous? Aujourd'hui, c'est l'Algérie, la Côte d'Ivoire qui est indexée. En fait, on voit même qu'on en parle avec presque tout le monde. Aujourd'hui, est-ce que quelque part, ça n'aura pas d'impact même sur la vie même de notre nation malienne? Non. Un pays ne saurait vivre en autarcie. Même les plus grandes puissances aujourd'hui sont en train d'aller vers des regroupements. On voit l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique sont déjà là. Il y a l'ASEAN, il y a le Mercosur, il y a l'ALENA. Ça, c'est des regroupements. Donc, c'est pour faire face à des géants comme la Chine, à des géants comme l'Inde. Je vais vous donner un exemple. Si Dieu doit s'occuper de 1,6 milliard d'habitants, et s'il doit s'occuper de 20 millions d'habitants, il va s'occuper de 1,6 milliard d'habitants d'abord. Ça, c'est un souci pour lui avant de s'occuper de 20 millions d'habitants. Je crois qu'allons-y vers les regroupements. Et je pense qu'il l'a dit, les pères fondateurs même de la CEDEAO,
c'est les dirigeants maliens, c'est les chefs d'État. C'est vrai que Moussa Traoré a fait partie de ceux qui ont fondé la CEDEAO, mais c'est les Alpha qui ont apporté des textes additifs pour l'ancrage de la démocratie dans l'espace CEDEAO. Maintenant, c'est vrai que la CEDEAO a péché. Depuis 2012, la CEDEAO a péché. Parce que la CEDEAO n'a pas pleinement joué son rôle. Si la CEDEAO avait volé au secours du Mali, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est vrai que souvent la CEDEAO intervient, le médecin appelle la mort. Mais moi, je pense que divorcer d'avec la CEDEAO, est-ce que c'est la meilleure solution? Parce que déjà, la CEDEAO a atteint un certain degré d'intégration vraiment qui a suscité de l'admiration de beaucoup. D'abord, la branche armée Likomo qui a fait un travail extraordinaire au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée-Bissau, etc., etc. Et la branche économique avec la circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. Et même la branche politique avec le Parlement de la CEDEAO. Donc voilà, c'est des facteurs qui font que la CEDEAO a pris une certaine longueur d'avance. Bon. C'est vrai que le Burkina, le Niger, le Mali, ces trois pays, les griefs que ces trois pays ont formulés pour accuser la CEDEAO, c'est vrai que c'est quelque part fondé. Mais moi, je me dis que ces trois pays pouvaient rester au sein de l'organisation et lutter pour que la CEDEAO ne soit pas la CEDEAO des syndicats des chefs d'État, pour que la CEDEAO soit réellement la CEDEAO des peuples. Les peuples. Ok, justement, cette année, pour refermer cette parenthèse, le thème de la troisième journée, c'est la culture qui est facteur de cohésion sociale. Alors, ce qui veut dire que 2025, apparemment, c'est l'année de la culture. Hein. Alors, journée des souvenirs de retrouver, culture, alors est-ce que le thème c'est aussi indicateur, hein, justement. Oui, c'est indicateur. Mais je suis de ceux qui pensent qu'il y a d'autres priorités. C'est vrai, la culture, elle est ce qui reste quand tout disparaît pratiquement pour une nation. Et je crois qu'aucun pays ne peut se développer avec la culture d'autrui. Il faut bien sûr valoriser, c'est pourquoi j'ai dit, la culture dédiée toute une année comme l'année de la culture. Je pense que pour moi, c'est un peu du gâchis parce que ce travail-là, cette mission est une mission de tous les jours. On peut peut-être certes accorder de l'importance à la culture, mais consacrer toute une année alors qu'il y a d'autres priorités. Et moi, je trouve ça un peu gauche, quoi. Mais comme les autorités en ont décidé ainsi, je pense que c'est une bonne chose. Et à partir du moment où il y a un ministre qui a été en tout cas choisi, et ce ministre-là, on sait que, en tout cas les efforts qu'il a déployés, que ce soit pour le festival de Ségou et d'autres efforts qu'il a fait. Et dans ce domaine-là, je pense que peut-être il est dans son domaine, il est sur un terrain connu, et je pense que il y a eu déjà les états généraux sur la culture. Nous osons espérer que, en tout cas, vraiment, ça ne va pas être comme les autres, en tout cas, forats qui se sont déroulés et qui n'ont pas donné les résultats escomptés. Donc, j'ose espérer que cette fois-ci, en tout cas, on va donner un contenu véritable et on va, en tout cas, sentir véritablement les prouesses, les retombées, en tout cas, de ce concept-là. D'accord. Sur la vie alors, justement, parlons de la culture, état généraux du 9 au 11. Alors, est-ce que c'est une première, hein? Qu'est-ce que cela véhicule comme message par les états généraux de la culture? Non, il y a eu plusieurs états généraux, mais sans résultat. Et nous osons espérer que les états généraux de la culture vont donner des résultats. Parce qu'il a rappelé, Mahmoud Daffé, quand même, on peut dire que c'est le champion de la culture au Mali, parce qu'il a été le précurseur du festival sur le Niger, qui est devenu Ségouar, qui chaque année regroupe l'ensemble des Maliens. Mais au-delà même du Mali, des Africains, des Européens, le festival sur le Niger, vraiment, c'est devenu un festival mondial. Si ce n'était pas l'insécurité, chaque année, des centaines de personnes convergent vers Ségou à cause du festival sur le Niger. Et la rentrée même financière des festivals sur le Niger, c'est très important, et pour la région de Ségou, et pour le Mali. Mais moi, souvent, il faut sortir des 20 mots, il faut aller à la réalité, parce que lors de ces états généraux, il y a un chef de mission culturelle qui s'est plaint pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de chefs de mission culturelle ne sont pas finis. Or, c'est eux qui sont les points focaux au niveau des régions. C'est vrai que Mahmoud Daffé a pris une décision, il a décidé de construire un centre multifonctionnel à Tombouctou pour rehausser l'image de la culture. Mais moi, je me dis, il faut aller au-delà des mots. Et je sais que Mahmoud Daffé, étant ministre de la Culture, il saura trouver les leviers nécessaires pour vraiment rehausser l'image de la culture et de notre pays. Parce que vous savez, la sève nourricière de toute grande nation, c'est la culture. Votre civilisation est notre culture. Et Paul Valéry l'a dit, nous autres civilisations, nous savons que nous sommes modernes. Donc la civilisation est le levier de toute nation. Tout part de la culture. Tout commence par la culture, tout finit par la culture. Voilà, c'est pour que vous n'avez pas remarqué, à chaque fois quand
Certains pays africains s'agitent, les Français essayent de rechercher les statuettes et autres là pour les renvoyer. Le cas du Bénin récemment. Et quand Chirac était au pouvoir, je me rappelle, ATT était président du Mali. À l'époque, la France nous a restitué la tête d'un bélier qui datait du 11e, je ne sais pas, du 12e siècle. Donc c'est pour dire que la culture a tout son sens. Et la culture intervient dans beaucoup de domaines. Justement, on voit que cette année, quand même, on sait qu'en année de la culture, FESPACO, c'est pour bientôt. On voit aussi qu'il y a 11 films maliens qui seront en compétition, donc 2 pour les étalons d'or. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une renaissance de la culture malienne? Bien sûr, bien sûr. En fait, sur ce plan, en tout cas dans ce domaine précis, le Mali a toujours excellé dans ce domaine-là, franchement. Parce que nous nous rappelons, il y a les Cheikh Omar Sissoko, les Adama Drabo, les Souleymane Sissé qui ont quand même eu des trophées, et pas des moindres. Donc moi je pense que sur le plan culturel, le Mali a toujours en tout cas été en tête de peloton, si vous voulez bien, dans la sous-région. Et je pense que ce n'est pas surprenant que 11 de nos œuvres, en tout cas cinématographiques, soient retenues au FESPACO. Et ça va en même temps renforcer en tout cas les liens de coopération avec le Burkina. Et surtout que c'est un pays ami, c'est un pays qui partagent la même confédération aujourd'hui. Donc moi je pense que c'est une très bonne chose et je pense, félicitations en tout cas à nos hommes de l'art et à nos hommes de culture. 2025, année de culture, alors nous allons tous retrousser le manche pour pouvoir vraiment porter haut le flambeau de la culture malienne. Ainsi se refait notre débat. Nos invités étaient Youssouf Sissoko, journaliste et directeur de publication du journal Athénance, ainsi que Badou Sibikoba, également journaliste, directeur de publication du journal Mali, le triomphe du Mali. Quant à moi, je vous dis au revoir, restez à notre compagnie. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu bénisse le Mali.